Vouloir devenir promoteur immobilier, c'est un peu vouloir participer à la Ligue des Champions de ce secteur, brasser des millions, parfois en gagner, mais aussi en perdre. On va répondre à toutes vos questions dans cet épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative en collaboration avec Immovlant, PNV, Brico, Belcharge et Eloya. Et comme à chaque fois, à mes côtés, une belle brochette de passionnés, d'experts, de chroniqueurs. On retrouve Eric Spitzer, bonjour. Salut Davy. Attila, que vous avez adoré, il est de retour pour son deuxième épisode. Bonjour Attila. Salut Davy, merci. Et puis un petit nouveau qui nous a été conseillé par Ken Van Peteghem, il vient tout droit de la maison We Invest, Melvin. Bonjour Melvin. Salut Davy. Monsieur est au contact de ceux qui ont de l'argent, des promoteurs immobiliers. Il va nous partager cette expérience dans cet épisode. Le numéro WhatsApp s'affiche dès maintenant. Vous réagissez, vous posez toutes vos questions. Le before, vous connaissez. Je vous demande de venir avec un objet, un chiffre, un titre d'article pour un peu contextualiser le sujet. Vous êtes venu avec quoi, monsieur Spitzer ? Avec un chiffre 10%, ce qui n'est pas ma commission sur les projets. J'aimerais bien, mais... Quel escroc, je vous explique. 2 minutes avant de démarrer cette émission, il n'avait rien du tout, mais il est venu avec un chiffre, 10%. 10%, okay. Je me suis documenté, monsieur. Ouais. C'est la proportion des appartements neufs. Donc des appartements neufs parmi toutes les ventes d'appartements. Ça, c'était fin du premier trimestre, donc c'était le plus bas. C'était vraiment la proportion des appartements neufs était vraiment au plus bas début d'année. Voilà. Et ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que fatalement les appartements neufs sont en général proposés par des promoteurs et que donc au niveau de la promotion immobilière, avec la hausse des taux, avec les différents indicateurs, la difficulté d'emprunter, le secteur a un peu plus de mal à ce niveau-là et donc c'est en train de remonter d'après les dernières infos qu'on a, mais début d'année c'était compliqué. Melvin qui est venu sans son nœud papillon. Melvin, tu es venu avec quoi ? Alors, je suis venu avec un téléphone. Ah. Parce que si vous souhaitez devenir promoteur, il va falloir être très, très, très bien connecté et avoir un très bon carnet d'adresses. Ok, connecté à qui, à quoi ? Ça va aller loin un peu. Ça va commencer d'abord avec les administrations. Okay. Vous avez des contacts auprès des communes, auprès des fonctionnaires délégués, histoire de pouvoir faire avancer le dossier plus rapidement. Il va vous falloir également de sacrés... contact dans le secteur bancaire et puis après évidemment pour la construction même il faudra des architectes, des entrepreneurs, potentiellement des agents immobiliers pour vendre vos projets également. Donc beaucoup. On va creuser tout ça dans un instant. Merci Melvin d'être venu avec ton téléphone, mais le bien en silencieux quand même pour cette émission. Et puis Attila, il est de retour. Es-tu venu avec une nouvelle fiche d'imposition ou es-tu venu avec autre chose, Melvin ? Attila. Non, pardon. La fiche non pas encore. Je suis venu aujourd'hui avec un chiffre. Ouais. 2 ans ou 24 mois. C'est le délai depuis lequel j'attends un permis pour une promotion que je fais à Nivelles. Ça fait 2 ans que j'ai acheté le bâtiment, j'ai toujours pas de permis. À chaque fois qu'on te voit, tu nous parles de ce temps d'attente. J'ai l'impression que tu attends plus que tu ne construis de maison. C'est très très important en fait. Ouais. Pourquoi ? Parce que durant le temps d'attente, on a tous les frais intercalaires qui courent, donc c'est un coût à vraiment prendre en compte. Ici en l'occurrence, pour ce projet, j'ai tablé sur l'obtention de mon permis entre les 6 et 9 mois peut-être. Là, ça fait 2 ans, j'ai toujours pas mon permis. Un petit tour de table avant de démarrer vraiment cette émission et d'aller dans le vif du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore ambitionner de devenir promoteur immobilier ? Est-ce qu'il y a encore réellement des opportunités ? Quand je vous entends, ça a l'air compliqué. Il y a... rapidement, parce ça va être le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut bien sûr ambitionner de devenir promoteur immobilier si on a une série de prérequis. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir de la patience, il faut avoir des connaissances, des contacts bancaires, administration, corps de métier et surtout avoir envie de faire ça parce que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'occupation et ça se passe jamais aussi bien qu'on ne pense. La preuve avec notre ami Attila ici, 6 mois, tu étais très optimiste, mais c'est vrai qu'on dit 9 mois, 1 an, 2 ans, c'est beaucoup trop. Ouais. Attila, est-ce qu'on va te couper ? On voit pas mal d'articles qui sortent en ce moment avec des Matexi, des Basics, ceux qui connaissent des difficultés, pas mal aussi de petits promoteurs qui connaissent aussi des difficultés. Toi aujourd'hui, tout va bien pour toi ou c'est compliqué ? Non, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. On est à une période où on sait tous pertinemment qu'on a un manque de logement cruel. À Bruxelles, par exemple, on a 30-40 000 nouveaux arrivants par an. En fait, désolé les gars. On a besoin de 30 000 logements par an. 30 000 logements en moyenne. Oui, voilà, il y a un déficit de logement de plus ou moins 30 000 logements sur Bruxelles. Voilà, exactement. Donc ici, moi, en l'occurrence, c'est un projet sur Nivelles.
C'est un bâtiment qui est abandonné depuis 10 ans. C'est les anciens bureaux de TVA de Nivelles. Donc, c'est à 500 mètres de la Grande Place. On s'est dit, OK, c'est une opportunité. Le bâtiment est inoccupé. Je pense que la ville serait favorable à la création de logements dans cet immeuble-là. Ça fait 2 ans, j'ai des difficultés. Donc, pour moi, c'est une incompréhension totale. Quand bien même on dépose des permis qui sont totalement conformes avec la réglementation et les normes en vigueur pour la création de logements, je pense que, voilà, au sein des administrations, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de ne pas avancer. Je suis désolé de le dire. Tu as le droit de pousser tes petits coups de gueule dans cette émission et on va en parler encore tout à l'heure. Melvin, toi qui es au contact justement de ces promoteurs, tu as le sentiment de voir des nouveaux acteurs arriver, c'est toujours les mêmes, ils te disent quoi ces acteurs ? Aujourd'hui, il n'y a clairement pas énormément de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Comme Mathilde le disait, la situation est compliquée. Les coûts de construction sont un très 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 gros frein aux promoteurs. Quand on construisait avant pour à peu près 1500 à 1700 euros du mètre carré, aujourd'hui on dépasse largement les 2000 euros du mètre carré. Donc clairement, trouver une rentabilité dans le secteur de la promotion immobilière devient compliqué. Et les délais d'attente sont encore plus compliqués. Alors ici de mon côté, j'ai plutôt tendance à travailler avec des plus gros acteurs, même si on a des promoteurs qui font des plus petits projets. Mais pour donner un exemple, on a un promoteur qui travaille sur un projet du côté de Etterbeek. Ça va faire plus de 6 ans qu'ils sont en train d'essayer d'obtenir leur permis. Ils sont sur le point d'abandonner le projet. Et pour donner une idée, on parle plus d'une centaine d'appartements. C'est déjà plus de 3 millions qui ont été investis sans tréfonds, sans avoir acheté le terrain, mais simplement en frais d'avocat, en frais de permis, en frais d'architecte. Et avec tous les rendez-vous avec les fonctionnaires délégués, le Conseil d'État. Et donc c'est un gouffre financier pour tous ces promoteurs. Une belle ambiance en ce début d'émission, les amis. Mais on vous le dit, vous le savez, vous connaissez notre ADN, on n'est pas là pour faire du bullshit, on vous dit la réalité du terrain, mais je sais aussi que vous êtes venus avec des techniques, des outils aussi pour peut-être limiter ces risques. On va en parler. Juste pour clarifier, récemment on a partagé un épisode sur les marchands de biens, l'achat-revente, etc. Finalement, c'est quoi un promoteur vs marchand de biens ? Quelles sont les grandes différences, Melvin, peut-être ? Oui, alors il y a des similarités dans les deux métiers, mais la promotion, je dirais que c'est vraiment à partir du moment où on décide de mener un projet qui peut être issu d'une rénovation, mais c'est des rénovations alors beaucoup plus lourdes. C'est vraiment faire sortir quelque chose de terre, avec souvent des volumes d'appartements plus importants. Okay. Et un deuxième point que je mettrai en avant, ce sont souvent des personnes qui vont faire appel à ce qu'on appelle la loi Bren pour faire des ventes qui sont sur plan. Des ventes d'appartements qui ne sont pas encore terminées et qui donc doivent répondre à toute une série de critères pour pouvoir vendre sur plan. Ok, donc promoteur, c'est d'office, quoi qu'il arrive, du neuf. C'est du neuf, de toute façon. Ou du très 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 gros rénové, c'est-à-dire que tu peux avoir un bâtiment que tu dégommes complètement, il reste les 4 murs quasiment, ou la structure en béton, et tu refais dessus. Ça aussi, on peut considérer que c'est une promotion immobilière, mais disons que la base, c'est j'achète un terrain, je le parcellise, je prévois un projet dessus, et puis voilà, et je vends à la découpe. Attila, pourquoi est-ce que l'État a voulu faire une distinction entre marchand de biens et promoteur ? Je pense que c'est pour des conditions de garantie. En fait, lorsqu'on fait de la promotion, comme on fait une vente sur plan, je pense qu'il faut avoir, il faut avoir des cautionnements afin de garantir qu'on peut mener à terme son projet. Pourquoi ? Parce que le promoteur, au fur et à mesure de la construction, sur base de la loi Bren, va demander aux candidats acquéreurs, aux acquéreurs, va faire des tirages. Donc, quand j'en dis des tirages, ça veut dire qu'il va leur envoyer des factures d'état d'avancement. Donc, afin de pouvoir garantir que il fait des tirages, c'est-à-dire qu'il demande aux acquéreurs de préfinancer la construction, on veut que le promoteur puisse garantir que le projet va arriver à terme. Parce qu'admettons, tu as déjà payé jusqu'à 40 ou 50% au fur et à mesure des avancements des travaux via les tirages du promoteur. Si le promoteur dépose son bilan, en fait, tu te retrouves avec un immeuble qui est à moitié achevé et il n'y a personne pour le continuer. Donc, on a imposé aux promoteurs d'avoir un cautionnement au niveau de la banque qui leur assure que quand bien même ce promoteur pourrait faire faillite, quelqu'un d'autre pourrait prendre le relais et terminer le projet. Autre distinction, j'ai l'impression qu'être marchand de biens, c'est plus accessible qu'être promoteur. Quand je vous entends, on parle de cautionnement, de garantie, il faut des très 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 gros fonds ou il faut juste des gros fonds. C'est-à-dire que un marchand de biens, ça peut être quelque chose qui se fait dans des séquences rapides. On peut acheter et vendre beaucoup de biens, mais on en achète, on revend, on achète, on revend. C'est pas au niveau de l'immobilisation, du timing des opérations. C'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus léger, en tout cas beaucoup moins lourd. Une promotion immobilière, ça se fait sur plusieurs années. On est parti pour plusieurs années d'office, avec les permis, avec la construction même, avec tous les aléas. On découvre toujours un petit imprévu à gauche, à droite, trouver les acheteurs. Tout ça se fait aussi
grâce notamment à Immoveland, on le dit pas assez, mais trouver les acheteurs aussi pour les projets, c'est quelque chose qui commercialisé, les projets. On va en parler fin d'émission. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est clair qu'être marchand de biens, entre guillemets, c'est l'étape à faire avant de devenir, si on veut vraiment devenir promoteur, soyons d'abord un peu marchand de biens avant pour se faire la main, quoi. Ou alors Melvin, tu me disais en préparation, peut-être un moyen de démarrer aussi, c'est peut-être de démarrer en s'associant avec quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que, alors juste pour l'anecdote, j'ai été un peu sur le site du CIEP, qui est le service d'information sur les études et les professions. Quand tu cherches un métier, tu vas généralement sur le site du CIEP. Et alors, il est marqué qu'il n'y a pas d'études pour devenir promoteur immobilier, mais par contre, il faut avoir des connaissances en immobilier, en économie, en finance, en gestion, en droit, en urbanisme ou encore en architecture. Ouais, en fait, il faut être 10 000 personnes, quoi. C'est clair, il faut avoir une expérience assez importante. De manière générale, si vous avez envie de vous lancer en promotion, ben oui, si vous voulez essayer d'accélérer le processus pour y arriver, alors associez-vous avec des acteurs qui le font déjà et qui ont une expérience. Si vous avez un terrain, si vous avez des fonds, on le voit par exemple avec des sociétés comme Belfius Immo, ne font pas de promotion immobilière. Ils s'associent avec des promoteurs parce qu'ils sont bien conscients que c'est un métier complètement différent du leur, avec des enjeux et des risques importants. Ok, je me mets dans la peau du gars qui se balade et qui trouve un terrain. Ouais. Et il se dit, ce terrain, il est tellement bien placé, je pourrais tellement faire une bonne affaire. Le mec, il n'est pas promoteur, il n'a pas d'expérience, mais il sent que ce terrain, ça peut être le moyen pour lui de démarrer. Mais il doit être promoteur pour pouvoir acheter ce terrain, construire et puis après revendre. Il peut faire ce qu'il veut, il peut acheter le terrain. Là, ce que je lui conseillerais de faire, c'est d'aller à l'urbanisme de la commune sur laquelle se trouve le terrain pour un petit peu voir quelles sont les prescriptions. Quel est le type de terrain? Est-ce que c'est un terrain agricole, industriel, à bâtir, à lotir, indéfini, j'en sais rien. De discuter, comme on disait, avec un fonctionnaire de l'urbanisme de la commune qui va sans doute un petit peu lui l'informer en disant, écoutez, si vous achetez, sachez que en général, c'est pas du tout un accord ou un pré-accord, mais en général, la politique de la commune est d'autoriser maximum des constructions comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur, on va dire, les spécialités locales. Ça, c'est un petit peu la première étape. Après, évidemment, voir ce que ça coûte, imaginer avec un architecte faire un avant-projet, voir combien de biens on pourrait, combien d'appartements, combien de maisons on pourrait construire sur ce terrain, etc. Voilà, et faire un premier plan financier pour voir si ça tient la route. Et puis surtout, voir un plan financier qui tient la route. Parce que obtenir son permis, mobiliser les fonds, ça va prendre déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Et le temps va être votre pire ennemi. Parce que vous allez payer des intérêts. Okay. Est-ce que vous allez décider de passer sur une vente sur plan? Et donc ça veut dire, comme le disait Attila, il va falloir mobiliser des garanties. Si vous passez par un entrepreneur agréé, il faudra placer 5% en dépôt de garantie du montant des travaux auprès d'une banque. C'est un coût, c'est en plus de tous les frais qu'il y a pour l'acquisition. Et puis là, éventuellement, on va pouvoir commencer à vendre. Il ne faudra pas vous planter sur l'étude du potentiel de revente de vos appartements. Parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Si vous vous dites, non, faites-moi pour ma rentabilité, je dois vendre 5 000, 6 000 euros du mètre carré. Là, aujourd'hui, c'est la difficulté qu'ont énormément de promoteurs. Leur tableau, leur chiffre dit, on doit vendre à ce prix-là. Mais la réalité, c'est que le marché n'arrive pas là. On va encore parler de chiffres, Melvin, dans un instant. On va parler de rentabilité. On sait aussi que c'est un sujet qui vous intéresse. Je veux encore 2 secondes qu'on clarifie un peu le contexte juridique, etc. Parce que forcément, on a beaucoup de passionnés qui nous regardent, qui s'intéressent de plus en plus à l'immobilier, qui ont envie d'en faire une profession et donc ils entendent marchand de biens, promoteurs, etc. J'ai bien compris un peu les difficultés, les différents juridiquement. Quelles sont les grosses différences? C'est d'office une société anonyme où on peut démarrer en SRL pour la promotion immobilière. On peut le faire en indépendant, en personne physique. On peut faire ça exactement comme on veut. Oui, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une règle absolue. Il y a un énorme conseil que je donne, c'est ne faites pas ça en personne physique. Parce que vous êtes tenu alors, la personne physique est unique et indivisible, et donc tout son patrimoine par ailleurs peut être absorbé si l'opération se déroule mal ou qu'il y a un problème. Voilà. Donc c'est mieux de cloisonner. Maintenant, oui, il faut se mettre en société et surtout, je veux dire, ce qui est clair, c'est qu'il y a un acteur important au niveau du bouclage d'opération, c'est les banques. Et les banques ne prêtent qu'aux riches. Et alors là, dans le cadre de la promotion immobilière, elles prêtent aux très riches. C'est-à-dire qu'il faut amener des fonds propres, il faut amener une opération qui soit bouclée et il faut aussi amener quelque chose qui soit quand même un historique par rapport à la banque. Attila, toi, tu as démarré avec une SA ou je me trompe? VD Capital, c'est... VD Capital, c'est une SA. Ok. Donc, tu as démarré avec ça, puisque tu dis souvent dans tes vidéos... Au préalable, j'avais d'autres sociétés, aussi des CRL, etc. Mais effectivement, VDB Capital, je l'ai constitué en SA
pour donner un peu plus de crédit à la société aux yeux des banques. Après, on peut avoir une SARL et faire une augmentation de capital, avoir un capital important. À ce moment-là, ça donne autant de garanties qu'une SA. La seule chose, c'est qu'avec une SA, on se porte garant pour plus un montant un peu supérieur par rapport à une SARL en cas de dépôt de bilan. De toute façon, aujourd'hui, avec la réforme du Code des sociétés, petite parenthèse, SA, SRL, enfin SA et SPRL, ça n'existe plus. Tout ça a été fusionné dans un seul type d'entreprise. Ce qui va compter, c'est le capital qui est mis, la mise de départ qui est mise par les actionnaires. Donc tu peux être maintenant c'est SRL avec 2 millions d'euros, 10 millions d'euros de capital. Ouais. Voilà, c'est ça que la banque va prendre en compte en disant ok, moi il y a une opération qui va coûter en tout, disons, je sais pas moi, 10 millions, 15 millions d'euros. On parle en millions d'euros en général. Qu'est-ce que la banque va devoir prendre comme risque? Qu'est-ce qu'on me demande comme crédit et qu'est-ce que donc mon client va mettre lui comme mise de départ? Ouais, donc un des objectifs, c'est de pouvoir rassurer au maximum tous les acteurs et c'est ça aussi qui doit nous guider. Attila, raconte-nous un peu ton histoire. Mets-toi dans la peau du père Castor pour ceux qui ont les références. Attila, raconte-nous une histoire puisque toi tu l'as fait. Ouais. Comment t'as démarré? Quelles ont été peut-être un peu tes difficultés? Une histoire où je commençais dans la promotion. Oui, vraiment ça. Ouais. Ok, pas des petits produits, promotion. Non, en fait, toi, quand tu as démarré tes investissements, tu as démarré d'abord comme marchand de biens, c'est ça? C'est ça. Tu t'es fait un petit capital bien sympathique. Exactement. Et là, tu t'es dit, moi, je suis un mec ambitieux, je veux conquérir le monde. Et comme tu dis dans tes vidéos, tu veux créer de la valeur et rénover parce que les gens ont droit à avoir des belles habitations pour se sentir bien. Et donc, tu as voulu faire de la promotion immobilière. Et comment t'es passé de l'un à l'autre et quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté? Donc lorsque j'exerçais principalement comme marchand de biens, donc je travaille sur de l'existant. Donc j'achète un immeuble qui a 4, 6 ou 8 unités de logement qui sont déjà reconnus au préalable à l'urbanisme. Donc j'ai déjà de l'existant, je mets à nu, j'ai fait une rénovation en profondeur, donc les installations de chauffage, les techniques, revêtement de sol, parquet, cuisine, voilà. On fait des appartements finis. Jusque-là, on prend en considération notre coût d'achat, la durée des travaux, le coût des travaux, le calcul est simple. Voilà, on a quelques frais intercalaires, ce sont les intérêts bancaires, éventuellement le précompte durant les travaux, mais quand c'est d'existant, en somme, il faut compter 6 semaines par appartement. Donc si on a 4 appartements, au bout de 4-5 mois, l'opération est clôturée ou 6 mois. Donc on met le produit en vente, on vend, on touche on a le retour sur investissement avec éventuellement les bénéfices, forcément. Et c'est des opérations qui sont assez simples. Ensuite, lorsque j'ai mis un pas dans la promotion, là j'ai été confronté vraiment à des difficultés, c'est-à-dire principalement, je sais que je reviens souvent là-dessus, mais c'était les étapes au niveau de l'obtention des permis d'urbanisme. C'est vraiment, je pense, l'élément le plus compliqué parce que malheureusement on peut pas le mesurer. On a effectivement des délais qui sont réglementés, qui sont inscrits dans la législation sur l'urbanisme, mais malheureusement, ils sont jamais respectés. Ils sont jamais respectés. Faut savoir que nous, le promoteur, on a tout intérêt à avancer au plus vite. Pourquoi? Parce que durant la durée où on attend l'obtention de notre permis, on fait rien. On n'avance pas, on fait pas de travaux, on paye des frais intercalaires, donc les intérêts bancaires, on paye les précomptes immobiliers. Si c'est des bureaux qu'on transforme, ça c'est dingue, il faut payer la taxe sur les bureaux, même si on les occupe pas et qu'ils sont vides, par exemple. Donc il y a une taxe communale, il y a une taxe régionale, il y a le précompte, donc il y a un coût énorme qui vient s'accumuler au fur et à mesure de l'attente. Donc admettons qu'on avait prévu d'avoir son permis au bout de 1 an, on a prévu 1 an et demi, 2 ans pour ces travaux. On se dit ok, à la 3e année, j'ai revendu. On fait ces petits calculs, on se dit voilà, je trouve ma rentabilité de 20%, admettons. Tandis que lorsque ça traîne avec le permis, malheureusement, tous les chiffres sont faussés. On n'avance pas. Mais je t'arrête parce que vraiment j'ai envie qu'on parle des chiffres, de rentabilité, de marge. On a bien compris que l'urbanisme était vraiment un truc qu'on doit intégrer dans l'équation parce que ça peut vraiment vous tuer dans un projet. Mais qu'est-ce qui t'a animé toi profondément pour passer justement le cap de marchand de biens, de travailler sur l'existant à la promotion, à vouloir aller dans le neuf? C'est uniquement l'argument financier, l'argent, la marge que tu pouvais te faire? Qu'est-ce qui te pousse quand tu joues en première division à vouloir jouer en Champions League? C'est de passer une étape supérieure et de développer des projets et puis sans doute, moi j'ai déjà connu ça aussi, j'ai pas fait de promotion immobilière moi-même, mais j'ai participé dans une vraiment depuis le début jusqu'à la fin, j'ai même terminé syndic du bazar. Tu vois un projet, tu te dis, tu te projettes, tu l'imagines, tu dis ah ouais ça peut être bien, on peut faire un chouette truc, faire avancer les choses quoi. Et tu te dis bah ok maintenant j'ai fait d'autres opérations de marchand de biens, j'ai fait d'autres opérations achat-revente, rénovation, etc. Bah essayons un peu une promotion, j'imagine que c'est un peu ça qui t'a animé. Exactement, c'était un challenge que je me suis lancé.
commencé en me disant, tiens, voilà, maintenant je veux passer à l'étape supérieure. Ok. Donc on a commencé par des investissements locatifs, puis j'ai continué avec de l'achat-vente, ensuite marchand, et à un moment donné, je me suis dit, ok, maintenant je passe next step, c'est aller vers la promotion. J'avais la folie des grandeurs, en me disant, tôt ou tard, je vais commencer à construire 50 unités et puis 100 unités. Et puis après quelques projets, je me suis dit, bon, je vais bien me calmer, je vais continuer à travailler sur de l'existant, parce que je me dis, au final, faire 2 opérations de 6 appartements annuellement, donc 2 immeubles qui ont chacun 6 appartements, je tire autant de bénéfices que lorsque je fais une promotion de 15-16 appartements. Sans compter le stress, sans compter l'incertitude, parfois, les plus petites opérations sont en fait plus rentables. Exactement. Et moins génératrices de stress et d'inquiétude que de dire on va affoler les grandeurs. Et en plus, on immobilise aussi beaucoup plus d'argent lorsqu'on fait ça. Melvin. Il faut quand même garder une chose en tête, c'est que certes c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est un chouette métier, la promotion. C'est un métier qui est très différent, mais c'est prendre en main aussi le développement d'une ville. Quand on voit ce que certains projets font comme à Tours et Taxi, c'est transformer des quartiers, c'est transformer des villes, c'est travailler avec les autorités. C'est un métier qui est très différent. On le dit souvent, une ville qui est saine, c'est une ville où on voit les grues pousser. Et c'est important de garder ça en tête. C'est une chose qui, moi, me passionne dans ce métier de la promotion, c'est de pouvoir être acteur. Alors ici, moi, je suis commercialisateur, donc c'est peut-être moins dans le développement, mais on est tout de même acteur du développement de Bruxelles, et on voit Bruxelles qui devient une ville de plus en plus agréable. Et c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. Parfois on se lance là-dedans parce qu'on est attiré par l'argent. Mais quand tu as des projets qui durent sur plusieurs années, il faut être animé par quelque chose de plus puissant que simplement l'intérêt financier. Et c'est bien de rappeler aussi que aujourd'hui ça anime aussi pas mal de gens de vouloir participer à l'embellissement de ces lieux de vie, quoi. C'est un secteur de personnes qui sont passionnées. Quand on regarde certains développeurs, on peut parler de B6, on peut parler de Nextensa également. Il y en a énormément d'autres, Athénor. S'ils souhaitaient simplement faire de l'argent, ils feraient autre chose. Melvin, quand on a préparé cette émission, tu as dit qu'il était important de bien faire la différence entre 2 types de catégories. Les basics, Matex, etc., qui sont vraiment d'un très, très gros niveau. Et puis, tu as les petits promoteurs. Oui. Parce qu'effectivement, quand on parle des projets avec lesquels nous, on travaille avec Basics, il faut garder en tête que ce sont des projets qui vont parfois chercher des centaines de millions sur une phase, il y en a parfois plusieurs, des centaines de millions de valeurs d'appartements en vente. On n'y arrive pas tout de suite à ça. Et on n'y arrive pas tout seul non plus. Ce sont des groupes, ils ont des fonds d'investissement derrière, ce sont des grosses usines. Et puis effectivement, on a des promoteurs qui sont des entreprises un peu plus familiales. Je pense par exemple au groupe Dawo avec qui on travaille, qui sont sur des promotions qui vont chercher une 20aine d'unités au maximum, peut-être un tout petit peu plus sur certaines occasions, et qui donc sont beaucoup plus à taille humaine. Et qui vont travailler de manière un petit peu différente aussi. Alors, nouvelle séquence dans cette émission, c'est la question concon que je viens d'imaginer. Parce qu'à chaque fois, je me suis rendu compte qu'en préparant les reels que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux, je me rends compte que parfois, je pose vraiment des questions, mais vraiment très très bêtes. La question bête que j'ai envie de vous poser là, c'est quand moi je vois Bruxelles, je vois de moins en moins de terrains libres. Est-ce que c'est encore du sens d'espérer faire du neuf et construire du neuf, sachant que dans les grandes villes, il y a quasi plus de terrain disponible, quoi. Et en Flandre, on parlait aussi de la loi Stop Béton, qui nous calme encore un peu plus. Alors, je pense pas forcément que c'est le problème qu'il y a à Bruxelles aujourd'hui, les terrains. Parce qu'on a un bâti dans les années 70, entre autres, on a construit énormément de bureaux, que moi j'appelle des bureaux factices. Ils sont bons à jeter à la poubelle aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut retravailler. Et il faut savoir qu'une rénovation a tendance à avoir à peu près 30% de création de déchets en moins qu'une construction neuve. Donc, il y a des choses à faire. Non, moi, si aujourd'hui Bruxelles a du mal, et on revient toujours sur la même question, c'est pour l'obtention des permis. Parce que ici on parle de 2 ans, je le rappelle, un permis moyen à Bruxelles c'est entre 2 et 3 ans. Okay. Oui, pour quelque chose de relativement... pas trop gros. Hein. Oui, voilà. Il y a vraiment des projets qui durent des années. Mais ce qui est dit là est vrai, c'est qu'il y a énormément... Tours et Taxi en est un bon exemple. Je veux dire, c'est pas qu'on a acheté un terrain sur lequel il n'y avait rien, mais c'était un chancre, c'était vraiment... Voilà, mais ça avait été un bâtiment superbe qu'on a complètement rénové. Donc il y a certainement moyen, dans certains quartiers, d'aller choper des vieux bureaux qui sont d'abord vides, complètement en désuétude, de démolir tout ça et de reconstruire dessus. Ok, et la loi Stop Béton en Flandre, c'est quelque chose qui calme un peu les ardeurs ou... C'est-à-dire que, même chose, on ne va pas pouvoir transformer des terrains qui ne sont pas des terrains habitables en zones constructibles. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas aussi
beaucoup d'industries, on désindustrialise la Belgique aujourd'hui, et ces terrains sont bâtis dans toutes les régions ex-industrielles qui ont connu leurs années d'or dans les années 50, 60, 70. Il y a sans doute moyen de trouver des choses et de faire du résidentiel là-dessus. On a beaucoup parlé justement du résidentiel, des appartements, la promotion immobilière. Elle se focalise sur... Il y a d'autres choses aussi comme projet. Ça va dépendre un petit peu. Le bureau et le commercial a eu un petit peu des difficultés dans les années qui sont passées. Ça commence doucement à se redresser, mais clairement, ça a refroidi beaucoup d'acteurs. Maintenant, je dirais que, de manière générale, ce qu'on va développer va dépendre énormément de l'affectation de ce qui est sur place. Passer de résidentiel à bureau, ça, on peut oublier. Mais il y a souvent ce qu'on appelle des PAD, surtout à Bruxelles, qui permettent de donner une ligne directrice sur qu'est-ce qu'on souhaite développer. Et en fonction de ces PAD, on va se dire, tiens, moi, je vais plutôt faire du bureau ici ou je vais plutôt faire du commercial. Parce qu'on est en collaboration avec les autorités et ça facilite aussi l'obtention des permis. Attila, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche vraiment bien ? Construire des commerces Moi, je pense uniquement le logement. Ouais. Commercial, je pense qu'il faut être dans des situations, dans des désirés commerciaux, on a des axes commerciaux, effectivement, on peut prévoir ça au niveau des rez-de-chaussée. Mais sinon, je pense que la plupart des promoteurs, on se concentre principalement sur le logement. C'est là où la demande est la plus croissante et la plus forte. Ouais, au mix, tu auras 80% de logements ou 85% de logements et quelques commerces à gauche, à droite, mais pas plus, quoi. Après, ce qui peut être sympa dans les nouvelles promotions, mais bon, ça engendre un coût sur les communs, c'est faire un peu comme on fait à l'étranger, dans beaucoup de pays. Donc, on crée maintenant des complexes où on a toutes des facilités socio-économiques, c'est-à-dire qu'on y intègre des raies commerciaux, on y intègre des salles de sport, on y intègre un rooftop, on y intègre une crèche. Ouais. Exactement. Donc, ça, je pense, ce sont des éléments qui pourraient être sympas pour les futurs développements des projets à Bruxelles. Le projet ZIN est un excellent exemple de ça. Donc, c'est un projet immobilier dans le centre-ville, super bâtiment, sur lequel on mixe hôtel, bureau et logement. Très à la new-yorkaise. D'ailleurs, c'est un étage bureau, un étage logement. Avec également des commerces, un restaurant gastronomique sur le toit du bâtiment. Et donc ça fonctionne assez bien parce que il y a une nécessité aujourd'hui d'aussi amener du monde plus proche du centre, avec tout ce qui est en train de se passer, le plan Good Move. On sent vraiment que la ville a besoin que les gens reviennent vivre. Ouais. On a une demande de logements important à Bruxelles, 5000 logements nécessaires par an. Et donc, il faut pouvoir proposer des alternatives et pouvoir proposer aussi aux gens d'être plus proches potentiellement et d'avoir une ville un peu plus similaire à Londres ou à Paris ou à New York, à des grandes capitales, là où le bureau et le résidentiel se marient un petit peu plus. Ok. Attila, si toi tu devais recommencer aujourd'hui, tu penserais les choses comment ? Quelle serait la première étape que tu ferais ? Si tu devais te relancer aujourd'hui dans la promotion immobilière ? T'es marchand de biens et tu veux te lancer. La première étape que tu fais, c'est quoi ? La première étape ? Ouais. Partir en vacances et penser à autre chose. Vous cassez l'ambiance à chaque fois, les amis. Non, pas du tout. Essayez d'être un peu optimiste. Donnez des clés pour ceux qui nous regardent et qui ont envie de se lancer, de l'espoir un peu, un minimum. Quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est plutôt accessible et que ça sert à rien de rêver de devenir promoteur immobilier. Moi, je pense que la promotion immobilière, attention, on est, comme il le disait très bien Eric, c'est la Champions League de l'immobilier. Ouais. Donc, je pense pas qu'on va se réveiller un matin en se disant, ok, demain, je vais commencer de la promotion immobilière. Je pense que ça doit partir sur une expérience beaucoup plus profonde dans l'immobilier, c'est-à-dire avoir déjà fait ses dents dans soit l'investissement locatif, soit dans des petites opérations, soit avoir travaillé auprès d'un promoteur et comprendre tous les mécanismes pour dire ok, aujourd'hui je vais pouvoir lancer ma société de promotion, mais il faut être bien entouré, il faut avoir des financiers qui sont autour de soi, il faut avoir des bons bureaux d'architectes, il faut avoir des connexions entre guillemets, je vais dire politiques pour faire avancer ses permis plus facilement. Donc voilà, ça demande quand même beaucoup d'expérience et avoir les bonnes personnes autour de soi. On revient encore une fois là-dessus sur le fait que il faut pas ça s'improvise pas, quoi. Il faut vraiment de l'expérience avant de se lancer là-dedans. Parlons un peu d'argent. Parce que si on parlait de l'intérêt de la promotion, c'était aussi les marges. Tu me disais en préparation, Melvin, que les marges aujourd'hui elles diminuent de plus en plus. Quelles sont les marges aujourd'hui qu'on peut potentiellement aller chercher sur du neuf comme ça ? Aujourd'hui, en moyenne, un promoteur, s'il va chercher du 15%, il peut être content. Et sur ces 15%, souvent, il va falloir encore pouvoir payer les agences qui vont devoir vendre le projet. Quand on était facilement, il y a moins de 5 ans, à presque le double de ça.
15%, c'est pas dingue ça, Attila. Enfin, si c'est dingue, mais en même temps, c'est pas. Il suffit qu'il y ait un retard, il suffit qu'il y ait quoi que ce soit, et en fait, 15%, pour tout le travail, le stress, la pression, c'est pas ouf. Bah, quand on parle de gros sous, si on parle de 20-30 millions d'euros d'investissement, ça fait quand même une différence. Si après on part sur un projet à 3 millions, 15%, on se dit je mets autant d'argent sur la table pour avoir 15% à la sortie, c'est pas intéressant. Moi, c'est pas le genre de projet dans lequel je rentrerai. Si j'ai pas une marge de 30%, je rentre pas. Une marge de 30%, tu ne rentres pas, c'est beau ça. Et Eric, toi, tu m'as fait un petit calcul là quand on a préparé l'émission qui était intéressant. Tu m'as dit, ok, si j'ai 3 millions, que je vais à la banque et que je lève derrière 7 millions, est-ce que tu peux nous partager ce calcul parce qu'il était assez excitant? Disons qu'il y a deux aspects par rapport à la rentabilité financière. Le premier, c'est le fait de, évidemment, sur un gros projet, 15% ou 20%, c'est déjà pas mal. Je veux dire, sur 20 millions, même si ça n'est que 15%, ça reste 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est propre. Ça se prend. Ah oui, bah je sais pas, toi, tu les prends? Bah oui, c'est clair. Moi aussi, je les prends. Mais surtout aussi, donc ça, c'est le premier aspect, c'est le fait que comme les volumes sont importants, fatalement, en valeur absolue, c'est des montants importants. Deuxième élément, c'est le levier. C'est-à-dire qu'en fait, sur un projet de 15 millions, on ne met pas 15 millions. On met peut-être 3, 4 millions, 2 millions, je sais pas, et la banque met le reste. Et ça veut dire que si on a mis 3 millions, par exemple, que la banque prête 12, parce qu'on a des garanties, parce qu'on a une bonne expérience avec la banque, et qu'on a des banquiers très gentils, et qu'on vend ça après 18, en fait, tes 3 millions ont rapporté 3 millions. Donc tu fais 100% sur ton effort propre, sur ton argent que tu as immobilisé, ton argent, tes équipes, tes connexions, ton risque, tes nuits où tu as mal dormi, mais c'est pas juste 15%, c'est 15% global et donc le levier est beaucoup plus important. Melvin, tu me disais que les facteurs notamment qui faisaient baisser cette marge, c'était l'augmentation des coûts des matériaux, c'était potentiellement aussi les taux qui sont encore assez hauts, même si globalement 3,5 ça va encore. Est-ce que le contexte aujourd'hui, il doit nous faire peur, il doit nous rassurer ? La vraie difficulté que vous allez avoir aujourd'hui, c'est qu'avec l'augmentation des coûts des matériaux de construction, vous allez devoir vendre plus cher. C'est mathématique. Aujourd'hui, on le voit, les terrains n'ont pas encore baissé, et ils ne baisseront peut-être pas. Donc fondamentalement, vous allez devoir vendre plus cher. Et il y a un vrai problème, c'est que lorsque vous faites financer votre projet, la banque, elle va vous demander en général 30% de prévente avant de vous laisser faire un coup de pelle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez payer vos intérêts sur votre terrain. Vous avez déjà fait toute une multitude de frais et vous devez absolument vendre avant de pouvoir commencer à construire. Et ça retarde tout votre projet. Et au plus vous retardez votre projet, au plus les intérêts commencent à peser lourd dans la balance parce que ça vient grappiller sur vos 15-20%. Et ça, c'est toute la difficulté d'un projet immobilier comme celui-ci, c'est qu'on se base sur des données qui sont tellement lointaines, on se base sur des informations en se disant « je vais devoir vendre à X milliers d'euros ». Mais dans 2-3 ans, voire plus, est-ce que ça va fonctionner? Comment sera la conjoncture économique à ce moment-là? Quels seront les taux? Et en plus de ça, tout le temps que je perds, donc si je me suis planté et que ça prend 1 an en plus à cause de ça, potentiellement je me prends, et là on est sur des sommes importantes, donc on parle de dizaines de milliers d'euros d'intérêt par mois. On tourne cette émission dernier trimestre 2024. Aujourd'hui sur Immoveland et toi avec WinVest, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vendre du neuf? Vous sentez que c'est plus difficile pour les promoteurs d'aller chercher des acheteurs? Moi j'ai des promoteurs, des partenaires avec lesquels on travaille depuis des années qui m'ont dit quand les terrains sont à nous, parce que les promoteurs en fait ils trouvent des terrains, ils les achètent et puis ils commencent à rentrer les permis et ça sort 2, 3, 4 ans plus tard, mais disons qu'il y a une espèce de roulement. Et ils disent parfois, certains m'ont dit, nous on arrête, on garde nos terrains, mais on met en pause nos projets parce que pour l'instant, on sent bien que la situation économique, les banques qui prêtent moins, les taux d'intérêt, etc., on va y aller calmement. On a d'autres qui ont carrément dû mettre la clé sous la porte. Donc on a 2-3 malheureusement qui ont fait la culbute. Donc on sent que au niveau de l'intérêt et on va dire de la facilité de commercialiser ces produits-là, c'est plus compliqué. Attila, il y a un nouveau gouvernement. Si tu avais un message à leur faire passer, on parle peut-être d'une harmonisation du taux de TVA à 9% sur le neuf. Est-ce qu'il y a des recommandations que tu aimerais faire qui pourraient aider justement le secteur, qui pourraient aider les promoteurs, mais aussi justement les acheteurs qui veulent se lancer dans le neuf? Ce serait dans un premier temps peut-être de garder la TVA à 6%, parce que vu la conjoncture actuelle, forcément ça va faciliter la vente des biens et surtout l'accès au logement pour toutes les personnes qui souhaitent investir. Et secondo, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est que ce soit pour les promoteurs ou les marchands de biens, pour les personnes qui achètent et qui revendent à court terme, c'est à un moment donné baisser les droits d'enregistrement sur leurs acquisitions. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand j'achète un bâtiment qui est destiné à la revente, donc je l'achète à 1 million, je paye 100 000 euros de frais d'enregistrement. Okay, je fais mon projet, je dois le revendre.
je le revends, mais je dois intégrer ces 100 000 euros dedans. Mais ces 100 000 euros n'ont apporté aucune plus-value à mon projet. Et au final, l'acquéreur final repaye des droits d'enregistrement sur des droits d'enregistrement que j'ai déjà payés. Donc là, peut-être qu'il y aurait un petit travail à faire qui pourrait être intéressant. C'est-à-dire, OK, vous vous engagez à vendre dans les 3 ans ou dans les 4 ans le projet que vous développez. Au lieu de payer 8% ou 10%, 8% comme professionnel, on vous fait payer 3%. Parce qu'à la sortie, ça va être l'acquéreur final qui va en bénéficier. Parce que j'aurai un coût qui sera inférieur à répercuter sur mon coût final. Donc ça serait peut-être intéressant. Pas mal, le gouvernement nous regarde. Les émissions politiques, justement, elles sont encore disponibles sur notre chaîne YouTube. Ce qui se passe, c'est que par exemple, pour les marchands de biens principalement, je pense que pour les promoteurs, on a quand même l'UPSI qui est représenté par Stéphane Sommerville, je pense. Oui. Par contre, pour les marchands de biens, il n'y a pas vraiment de fédération en Belgique, ni à Bruxelles, ni en Wallonie. Je pense que là, il y a peut-être un petit travail à faire pour faire un petit colloque et justement pouvoir s'adresser aux politiques et leur dire à un moment donné, voilà, nous, on contribue également à la création de logements. Pas autant que les gros promoteurs, mais si on réunit 30 marchands à Bruxelles qui font chacun 20 unités par an, on fait 600 unités par an. Donc on peut faire valoir peut-être un peu nos revendications aussi. Attila, toi qui es une star de TikTok maintenant, tu pourrais créer cette fédération. Attila, Instagram, tu pourrais créer cette fédération. Bon, que dire encore sur cette histoire de promoteur? On pourrait parler des process par lesquels il faut passer, des risques, mais il y a quand même... une grande étape, on est déjà à presque 35 minutes, donc il y a quand même un sujet qui est hyper important, c'est celui de la commercialisation de ces biens. Parce que c'est vrai qu'on parle pas trop de ça, mais pourtant aujourd'hui les technologies évoluent, les photos 3D, etc. Aujourd'hui c'est un vrai sujet, ça, non, Melvin? Oui, c'est particulier de commercialiser un projet neuf. Il faut vraiment comprendre que c'est au début que vous avez le plus besoin de vos acheteurs, et c'est au début que vous êtes le plus sur un marché de niche. Parce que potentiellement vous avez 2 ans et demi voire 3 ans de construction, et donc il faut pouvoir trouver des gens qui sont prêts à attendre, et il faut trouver des gens qui sont prêts à payer et à financer le projet. Et au fur et à mesure qu'on lance le projet, au plus on va être sur un produit qui va être terminé, et donc on va toucher un public plus important qui est un peu plus classique, se dit moi je vais visiter mon appartement et puis je l'achète, ou j'ai pas trop d'attente derrière. Et donc ça demande des efforts qui sont plus importants. On ne peut pas passer par le service classique d'un agent immobilier. Ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir aller brasser plus large. Il y a toute une série de connaissances à avoir concernant la loi Bren, concernant potentiellement des techniques de financement pour les acheteurs. Pour les investisseurs, il faut utiliser des leviers beaucoup plus importants, souvent pour des investisseurs en société. Et également, ce qu'il faut, c'est pouvoir lancer ce projet, atteindre ces 30% et donc aller chercher les premiers acheteurs qui sont les plus durs à obtenir. Et ça demande un marketing beaucoup plus important, éventuellement un service juridique aussi qui est nécessaire derrière. C'est beaucoup plus complexe. Melvin, dans un instant, je vais te lancer un défi, c'est d'expliquer en une phrase ce que c'est la loi Brent. Mais d'abord, Eric, sur la communication et le marketing, Imovlan est un vrai partenaire aussi. Tout à fait. Oui, sans faire trop de pub, mais pour... Non, mais c'est vrai. Je te tends la perche. D'autres sites, mais Imovlan aussi. Et c'est vrai que les promoteurs ou ceux qui commercialisent les projets, parce que parfois ça scinde entre le promoteur qui construit et celui qui commercialise. L'idée, c'est évidemment de trouver des gens qui sont de détecter les gens qui sont intéressés par ce genre d'investissement. Et donc avec Imovlan, on propose des solutions pour générer des leads de vente. Il y a aussi des gens qui organisent des webinaires, des gens qui organisent des after-work, des conférences. Souvent, les investisseurs sont des investisseurs qui reviennent, qui font plusieurs projets parce que s'ils sont contents, ils en prennent un autre, etc. Donc il y a aussi la base de données des promoteurs qui est importante de retravailler. Mais c'est vrai que les gros efforts, l'un des coûts importants à perte potentiellement, c'est les efforts marketing au début, parce qu'il faut faire un peu de 3D, il faut faire 2-3 trucs un peu sympas, des visuels, etc. On peut pas juste dire amener quelqu'un devant un terrain vague en lui disant regarde ici, tu vas avoir un 4 chambres de 250 mètres carrés, ça va être génial. Donc il faut quand même mettre un tout petit peu la main à la pâte et les mains dans le cambouis pour avoir de quoi présenter le projet, et 2 recruter les premiers acheteurs ou les premières personnes qui sont intéressées. Attila, quand tu fais la promotion justement de ces immeubles, quel est le budget que tu réserves, la part du budget que tu réserves à la communication, au marketing? Tu fais un site internet, tu fais des plaquettes, tu fais des photos 3D, ou alors juste ton compte Instagram te ramène des acheteurs? Pas du tout. Je confie la commercialisation à mon service vente, en fait, parce que il faut savoir que j'ai également un département vente sous une enseigne d'une agence immobilière. Donc je confie ça à mes agents en interne. Et il faut y prévoir un budget de combien généralement pour pouvoir promouvoir un projet neuf? Sincèrement, j'ai jamais fait les chiffres pour la promotion. Okay. À partir du moment où j'arrive en fin de parcours
et que je dois sortir mes produits, ce qui compte le plus pour moi, c'est qu'ils soient vendus. Ok, mais il faut quoi alors? Il faut un site chiffre internet, il faut une plaquette. En termes de il faut quoi? marketing, moi, le chiffre qu'on m'a donné, c'est entre 3 et 5% du montant du projet. Ouh, c'est non négligeable. Enfin, c'est pas important. Oui, mais c'est-à-dire que entre la commercialisation, les plaquettes, les premiers projets, on considère l'avant-projet aussi de l'architecte par rapport à ça. Je veux dire, il faut quand même avoir un certain quelques éléments concrets. Et puis, s'il y a une entreprise qui commercialise, il faut la payer aussi, évidemment. Les rois de la communication, Melvin. Ça me paraît pas. Alors, ça va dépendre un petit peu. Si on décide, par exemple, d'aller sur de la presse écrite, on va facilement atteindre les 5%. Donc aujourd'hui encore, on peut passer par de la presse écrite traditionnelle pour. C'est pas forcément ce que nous on préconise chez Winvest. Je trouve pas ça forcément le plus efficace. Ou alors il faut vraiment orienter sa communication, mais de la presse écrite, ça peut très vite chiffrer en milliers d'euros. De la communication sur les réseaux sociaux, c'est important également. Il faut pouvoir créer une notoriété. Il faut garder en tête aussi que la promotion immobilière, c'est un milieu très compétitif. Et donc il faut pouvoir démarquer votre projet par rapport aux autres, pouvoir y créer une identité. Ça demande des frais, ne fût-ce qu'un processus créatif, et également pouvoir sortir ces images derrière. Donc oui, ça peut chiffrer très vite, très haut. Et j'ai l'impression qu'il y a encore 10 000 sujets à aborder, il nous reste que 5 minutes. Melvin, la loi Brenne, c'est quoi exactement? Alors, la loi Brenne, c'est la loi qui régit les biens résidentiels en Belgique, et ça concerne la vente de biens en construction ou à construire. Et en quoi elle est importante, cette loi? Cette loi, elle est importante parce que dans les années 70, on a eu, entre autres les projets Etrimo, beaucoup de projets qui ne sont pas terminés. Et donc des gens qui ont financé des projets et qui n'ont jamais reçu leur appartement. La loi Brenne, elle empêche ça. Aujourd'hui, vous êtes garanti en Belgique de recevoir votre appartement si vous l'achetez sur plan. Okay. Et elle vous permet également d'avoir des garanties supplémentaires quant au contenu de votre appartement, à travers des réceptions qui sont organisées et à travers aussi une garantie pendant 10 ans qui vous assure que la construction a été bien faite. C'est ce qui protège votre acquéreur lorsqu'il achète quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Et concrètement, Attila, comment ça se passe quand on a un projet comme ça? On demande combien aux futurs acheteurs dès le départ? On demande 5, 10%, 15%, il y a une règle? Ou alors on demande ce qu'on a envie de demander? En général, on part sur une base de 30% lorsqu'on fait une vente sur plan. Okay. Ça dépend un petit peu en fait de l'étalonnage des paiements et de la structure. Si le terrain est important, ce qui peut arriver, parfois la quote-part du terrain est très importante, alors effectivement on va avoir une base qui peut monter jusqu'à 30% dès le départ. Okay. Parfois le terrain ne représentera pas grand-chose et donc on étalonnera, la construction vaudra plus. Et puis ça dépend de l'agenda de chantier et de l'avancement du chantier. Ça dépend également, certains promoteurs vont dire c'est 5% par 5%, et alors on va payer très régulièrement. D'autres vont dire non, c'est 15% par 15%. Mais alors on vous demandera de l'argent à des... On va dire une fois que les fondations sont mises, c'est autant. Une fois que le toit est mis ou les châssis, le truc est fermé, c'est autant. Donc il y a une liberté de la part du promoteur de pouvoir fixer ses règles. C'est indiqué clairement dans justement le contrat de vente sous loi Brenne. On doit indiquer quelles sont les tranches de paiement qui doivent être payées, à quel poste et à quel moment, à quel état d'avancement. Alors attention, non, il n'y a pas une liberté. On ne peut pas facturer ce qui n'existe pas. Okay. Les factures sont émises par libération par l'architecte. Maintenant, si le promoteur souhaite facturer 30%, construire 30%, refacturer 30%, ça il peut le faire. C'est pas très intéressant pour lui. Vous avez des petites astuces? On a eu la chance d'aller en France, rencontrer justement un promoteur immobilier qui disait que pour pouvoir accélérer la vente et attirer des acheteurs, il offrait la cuisine, il offrait certains prix avantageux. On peut jouer aussi avec ça chez nous en Belgique. Qu'est-ce qui se fait? Quelles sont les pratiques qui se font pour attirer justement l'acheteurs? Aujourd'hui, je le disais, le marché est compétitif, les appartements sont chers et souvent il faut pouvoir présenter un appartement que le client n'a pas vu avant le rendez-vous. Ouais. Donc il faut l'attirer. Okay. Et tout est bon pour le faire. Proposer une cuisine, une réduction sur la cuisine. Aujourd'hui, avec certains de nos promoteurs, on propose des conditions plus avantageuses pour les investisseurs, que ce soit des loyers garantis ou une mise en location. Tout est bon pour attirer le client, qu'il puisse venir et qu'il puisse découvrir le projet. Attila, tu as des petites techniques, toi, ou pas, que tu utilises ou... Comme je ne vends pas sur plan, je n'ai pas vraiment ce genre de stratégie. D'accord. Je vends des produits finis en général. Je préfère le vendre à ce moment-là. Forcément, moi, je ne dois pas vendre sous la loi Brenne, vu que je vends le produit fini. Ouais. Et donc, c'est d'autant plus simple. Le client visite le bien, il le voit. Je pense que Melvin a bien quand même résumé la manière dont ils ont des techniques pour vendre. Ses propres projets vraiment et je dirais même il faut vraiment voir la commercialisation d'un projet, particulièrement quand ce sont des gros projets, comme un produit en lui-même
Et donc oui, on peut proposer des avantages, mais il faut pouvoir comprendre l'identité et quels sont ce qu'on appelle les USP, les Unique Selling Points de votre projet. Ok. Et sur base de ça, on établit une stratégie marketing. Et savoir aussi à qui on s'adresse. Exactement. Si on s'adresse à quelqu'un qui veut aller habiter dedans, ce qui est tout à fait louable, on va pas avoir les mêmes arguments. Là, on va dire, écoute, tu peux choisir ou on te met un parquet ou t'as une cuisine premium. Celui qui cherche plutôt ça pour l'investissement, on va lui dire, on s'occupe de la location, on te garantit 6 mois de loyer d'office, on les prend en charge, on pense qu'on va pouvoir louer, mais si on loue pas, ce sera pour nous. Donc, c'est aussi le discours qui va s'adapter en fonction de l'interlocuteur et du profil, en fait, de l'acheteur. Ce que dit Eric est très vrai, on ne vend pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a différents types de commercialisateurs avec plus ou moins des facilités en fonction du type de projet. On ne vend pas un projet à Woluwe ou à Uccle de la même manière qu'un projet qui va être sur le canal. On ne s'adresse pas non plus au même type de client. Donc quand je vous entends, donc on pourrait imaginer d'avoir des plaquettes différentes. Une plaquette pour ceux qui veulent, avec des arguments pour ceux qui veulent habiter et avec Bien ceux sûr. qui veulent faire de l'investissement Bien sûr. locatif par la suite. Ok. Et sur du neuf rapidement, Attila, enfin sur un projet qui est déjà finalisé, l'histoire des maisons témoins, ça existe encore, ça. J'ai cette image là dans Podium, les maisons Marc et Olivier. Tu fais ça aussi, tu fais des appartements témoins pour vendre. Si j'ai l'opportunité, Ouais. mais étant donné que dans la coordination des travaux, on avance poste par poste. Donc Ok. essayer de faire un appartement témoin particulièrement, c'est assez compliqué parce que j'ai mon intervenant parquet qui va arriver peut-être 6 mois après les premiers intervenants, etc. Donc donner de la priorité à un appartement uniquement, c'est compliqué. Mais moi je trouve que c'est assez intéressant parce que là, si on veut justement démarrer ses ventes avant que le projet soit terminé, il a toujours l'occasion de venir et découvrir les produits, les carrelages, le revêtement de sol, les cuisines. Ce qui se passe parfois, c'est qu'on fait visiter un projet similaire ailleurs qui est terminé, un appartement qui n'est pas encore vendu, qui est vide, ben voilà. Mais ça se fait régulièrement. En particulier sur les projets qui sont phasés, le promoteur garde un appartement pour en faire un appartement témoin, ou effectivement, on avance les postes de un appartement, on le termine plus rapidement ou plus ou moins, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on commercialise un projet, il faut se rendre compte, vendre un projet immobilier, ça va prendre peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Et bien à un moment, il faut trouver des moyens de communiquer là-dessus et dire, aujourd'hui, nous avons un appartement témoin, on le sait, il y a des clients qui ne vont acheter qu'à partir du moment où ils ont quelque chose à visiter. Et ça permet de les attirer. Le temps est passé à une vitesse, les amis. On va être obligé de faire une partie 2 en fait, parce qu'il y a toute la question justement des financements, des leviers qu'on peut activer. Il y avait tellement de choses encore à dire. J'espère que ça vous a plu. Oui. J'espère que très vous bien, aussi pour une ça vous a reprise. plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions parce qu'il y aura une partie 2. Quoi qu'il arrive, Attila, Melvin et Eric, peut-être vite fait, tour de table comme d'habitude, le mot de la fin. Pour ceux qui veulent devenir promoteurs immobiliers, vous leur diriez quoi ? Bon courage. Bon courage. Oui, clairement, du courage. Du courage. Ouais, Attila ? moi, je pense qu'il faudrait peut-être voir les autres perspectives dans l'immobilier plutôt que la promotion, parce que c'est quand même assez compliqué. Ok, parfait. Merci les amis. Vraiment, j'insiste sur le fait que vous pouvez poser toutes vos questions là maintenant. Il y aura une partie 2 et c'est vous qui allez la préparer cette fois-ci et on répondra à toutes vos autres questions. Un nouvel épisode prochainement sur notre chaîne YouTube, les meilleurs moments sur nos réseaux sociaux. On est en podcast et il y a aussi des articles maintenant sur notre tout nouveau site, le rdvdproprio.com. Eh ouais, on a un site internet maintenant, les amis. Donc allez checker aussi ce qui se fait sur notre site internet et on remercie encore une fois tous nos partenaires Immovlant, PNV, Eloya, Brico et Belcharge qui aident les gens à mettre des bornes dans les copropriétés. Absolument. Voilà, merci les amis et à bientôt. Ciao, ciao. C'est